Salut les geekettes et salut les geeks, bienvenue dans 100% avec aujourd'hui au sommaire la critique de Shovel Knight, Numenera dans 1d6 et dans Metal Missile et Plastic Gun, Jean-Marc nous dévoilera un nouveau jouet Exo Squad. Mais tout ça, c'est après la page d'actu. Good day. Oh, greetings, stranger. I'm not surprised to see your kind here. Alors que Diablo 3 bat son plein, Blizzard continue de faire vivre la communauté de Diablo 2. Le 25 novembre, le ladder, le mode saisonnier, sera à nouveau remis à zéro, permettant aux joueurs de repartir de plus belle à l'aventure sur un pied d'égalité. On ne peut qu'espérer que Diablo 3 sera soutenu aussi longtemps par l'éditeur. 6 mois déjà. 6 mois déjà que les joueurs ayant rejoint l'Amicale des Chèvres à la physique improbable n'avaient rien eu à se mettre sous la dent. Du coup, les développeurs de Coffee Stain Studio se sont dit qu'il était temps de se sortir les doigts et ont cliqué sur le bouton de leur logiciel magique et pouf, un nouveau DLC gratuit. Et bien voilà, c'était pas si compliqué. Bon, quelque chose nous dit qu'on nous prend un peu pour des chèvres pour le coup. Quoi qu'il en soit, depuis le 20 novembre, les heureux possesseurs de God Simulator ont pu télécharger gratuitement un nouveau DLC qui transforme cette simulation de chèvres particulièrement absurde en MMO. Une douzaine de quêtes, 5 classes différentes, dont guerrier, magicien et micro-ondes. Les joueurs peuvent aussi faire monter en niveau leur personnage jusqu'au level 101. Du bien beau contenu supplémentaire gratuit qui rajoute au délire de ce jeu improbable. Et attendez, c'était pas un T-Rex ça ? Le 5 novembre dernier, s'est tenue la 4e édition du Video Games Live au Palais des Congrès de Paris. L'événement a été une nouvelle fois mené par Tommy Tallarico, qui nous a accordé quelques minutes, peu de temps avant le coup d'envoi de la soirée. My name's Tommy Tallarico. I've been a video game composer for over 25 years, and I'm the creator and producer of Video Games Live. Contrairement à de nombreux concerts qui mettent en valeur le jeu vidéo ou une de ses séries, le Video Games Live se revendique en tant que spectacle avant tout. Une spécificité qui implique une ambiance aux antipodes de celle d'un concert classique et qui prend racine dans le message qu'entend faire passer Tommy Tallarico. It's all the greatest video game music of all time, played by a full symphony and choir, but what makes it really special and unique is that everything is completely synchronized to massive video screens, rock and roll lighting, a stage show production, special effects, interactive elements with the crowd. So I kind of like to describe it as having all of the power and emotion of a symphony, but combined with the energy and excitement of a rock concert, mixed together with all the cutting-edge visuals and interactivity and technology and fun that video games provide. So really, you know, it's a show, it's a concert, it's an event, it's all of those things, you know. Very different from, say, a traditional symphony show where everybody has to be quiet, shh, be quiet, you know. We get the audience, we want them to be rowdy. No time in history, think about this, have millions of young people stood in line for an orchestra and screaming and cheering and clapping for an orchestra. Never. No, you know? And so that's something that's really special and really unique, because when the people in the audience, you know, we're helping to legitimize their love and their hobby and their passion for gaming, you know, because we're showing the world how culturally significant and artistic video games have become, you know, and you know, these folks on stage who normally play Mozart and Beethoven and Stravinsky tonight play Halo and Warcraft and Final Fantasy and Zelda. So it is, you know, I think the appreciation is that, you know, we're helping to legitimize the entire video game industry, and I think the audience recognizes that and appreciates it. De bien belles ambitions et un bien beau discours donc. Le tout n'a malheureusement pas empêché le spectacle d'être, à quelques rares exceptions près, une redite des éditions précédentes, que ce soit en termes de setlist ou de segments vidéo. Parmi ces exceptions, on a pu noter la présence très appréciable d'Austin Wintory, le compositeur de Journey. Il y avait également un medley Assassin's Creed qui incluait de nouvelles pistes tirées de l'épisode Unity. Ça reste toutefois peut-être assez léger et la salle très peu remplie en fut le triste témoin.
On attendra donc de voir si l'événement est reconduit, en espérant dans le même temps qu'il saura s'éloigner d'une formule un peu trop figée. Oye oye, gente geekette, gentil geek, la légende de Shovel Knight, le chevalier à la pelle. Et c'est bizarre parce que les chevaliers de la table ronde répondent à l'appel, les chevaliers à la masse, ben on en trouve à l'appel, et les chevaliers à l'appel, il n'y en a pas des masses. Alors qu'il devrait y en avoir plein, des chevaliers à l'appel. C'est perturbant, c'est confusant, je suis à la masse, je suis à la ramasse, on regarde la critique. Lui, on l'attend depuis de nombreux mois sur les boutiques Wii U et 3DS. Depuis sa sortie aux US en fait, sur les plateformes de téléchargement Nintendo, mais aussi sur PC et Mac à la fin du mois de juin dernier. Shovel Knight est un jeu de plateforme action développé par le jeune studio Yacht Club, fondé en 2011 par un ancien membre clé de WayForward Technologies, un développeur ayant fait sa réputation avec d'excellents jeux 2D. Sans surprise, Shovel Knight est donc un jeu tout en 2D et se présente comme un vibrant et sincère hommage aux consoles 8 bits et à l'esthétique pixel de l'époque. On parle souvent de graphisme rétro renvoyant à diverses époques de notre média, que ce soit celle de l'Apple II, de la NES ou de la Mega Drive, des époques ayant tout un style unique lié aux capacités des machines du moment. Mais rares sont les jeux à avoir su reproduire avec autant de brio la saveur 80s de jeux tels que Mega Man, Castlevania ou encore Alex Kidd. À tel point qu'en prenant en main Shovel Knight, chaque joueur pourra y projeter ses propres souvenirs de l'époque, ce premier essai de Yacht Club constituant en plus d'un titre le jeu auquel nous rêvions tous de jouer dans les années 80. Un fantasme réalisé grâce aux joueurs et au financement participatif, Shovel Knight ayant rencontré un énorme succès sur Kickstarter en avril 2013, en parvenant à récolter plus de 300 000 $ alors qu'il n'en demandait que 75 000. Un succès ô combien mérité, comme nous allons le voir maintenant. Vous incarnez Shovel Knight, un chevalier équipé d'une pelle, ou plutôt d'une épelle. Ce dernier vécut de nombreuses aventures avec Shield Knight, jusqu'au jour où celle-ci disparut dans la Tour du Destin. Depuis, Shovel Knight n'est plus que l'ombre de lui-même, et rêve toutes les nuits qu'il parvient à sauver son ancienne compagne. Mais il devra sortir de sa torpeur et une nouvelle fois brandir fièrement son épelle afin d'affronter les 8 chevaliers maléfiques de l'ordre de Pas de Quartier, dirigés par une terrible enchanteresse qui pourrait être responsable de la disparition de Shield Knight. Si le jeu mise avant tout sur la plateforme, l'exploration, les combats et l'évolution de son personnage, il n'en propose pas moins un scénario et une multitude de PNJ, souvent bien barrés, avec lesquels il sera possible d'interagir. On pense par exemple à l'énorme poisson croisé au détour d'un lac, le roi Carpom, qui vous octroie des bonus en échange d'une petite danse qu'il exécutera les larmes aux yeux avec un plaisir évident et étrangement communicatif. Sachant que la superbe BO chiptune n'y est sans doute pas pour rien. Celle-ci ayant été composée par Jack Kaufman, à qui l'on doit les OST de Mighty Switch Force et de nombreux titres développés par WayForward, avec en prime quelques musiques signées par Matsumae Manani, connu pour la BO du premier Mega Man. Shovel Knight exploite une carte du monde à l'ancienne, sur laquelle on pourra naviguer pour croiser des ennemis apparaissant de manière aléatoire, comme dans le vieux Super Mario Bros 3 et les dernières itérations des jeux de plateforme Mario. Il sera même possible de choisir le niveau de son choix, dans les limites imposées par le jeu, ce dernier n'étant donc pas linéaire pour au contraire proposer plusieurs chemins et de nombreuses activités bonus, comme la quête de coffre-trésor. Avec sa pelle, Shovel Knight pourra creuser bien sûr, taper du monstre et sauter, comme Picsou pouvait le faire avec sa canne dans DuckTales et DuckTales Remastered, que l'on doit d'ailleurs à WayForward. Sa pelle lui permettra ainsi de rebondir sur les ennemis et de profiter de certains éléments du décor pour atteindre des plateformes autrement inaccessibles. Le jeu est littéralement truffé de passages secrets qu'il faudra mettre à jour en sondant les murs à coups de pelle afin de mettre la main sur des coffres remplis de pierres précieuses. L'argent ainsi récolté pourra être dépensé auprès de certains PNJ pour améliorer sa pelle, son armure, mais aussi acquérir de nombreuses reliques conférant un pouvoir spécial que l'on pourra sélectionner à l'aide de l'écran tactile du gamepad ou du second écran de la 3DS.
Des reliques telles que la canne à pêche, qui permet d'attraper des bonus dans des trous d'où sortent des étincelles, la baguette ardente, pour lancer des boules de feu, ou encore le collier de phasage, qui rend invincible quelques instants en permettant de marcher sur des pics autrement mortels et de traverser les ennemis sans risque. L'utilisation de ces reliques est limitée par la jauge de magie, que l'on peut agrandir à l'aide de boissons magiques et remplir en récupérant les fioles lâchées par les monstres. De la même manière, il est possible d'allonger sa barre de vie à l'aide de tickets repas que l'on donne au gastronome du premier village. Outre les reliques, le joueur peut également remplir des calices auprès du roi Carpom afin de profiter au choix de l'icor du renouveau qui restaure toute sa vie, de l'icor d'invincibilité qui rend le chevalier intouchable durant 10 secondes ou de l'icor de fortune qui attire tous les trésors à proximité durant 1 minute. Ce dernier n'est pas anecdotique. Shovel Knight est un jeu difficile où la mort est fréquente. Mais les développeurs ont privilégié une approche autre que celle donnant au joueur un nombre de vies limité pour finalement le confronter à un bon vieux game over des familles. Ici, lorsque vous mourrez, votre personnage lâche 3 sacs remplis d'argent. Vous aurez donc la possibilité de les récupérer et de regagner la quasi-intégralité de l'argent perdu, sauf, bien sûr, si vous mourrez à nouveau entre-temps. Oui, un principe qui rappelle celui de Dark Souls, une autre inspiration revendiquée par Yacht Club. Dans le même ordre d'idées, il sera possible de briser les checkpoints afin de gagner plus de gemmes et donc d'argent, au risque de se retaper tout le niveau, ou presque, en cas de mort inopinée. Shovel Knight est un condensé d'idées. Chaque niveau surprend par son potentiel en termes de rejouabilité, la qualité de son level design et les nouvelles mécaniques de jeu exploitées. Grâce à une courbe de difficulté particulièrement bien gérée, à des contrôles d'une grande précision et à un amour évident du genre plateforme action à la sauce NES, Shovel Knight est un bonheur à jouer, un enchantement de chaque instant. Alors oui, on hurlera souvent, mais ici, l'échec n'est jamais imputable au jeu, toujours au joueur, ce qui le rend terriblement addictif. Il est évident que Shovel Knight séduira de nombreux super players et se prête à merveille au speedrun, mais ses difficultés intrinsèques n'impactent en rien sur son accessibilité. Les boss proposés, par exemple, sont chauds, mais leur pattern limpide et les calices à la disposition du joueur lui donnent toutes ses chances, même lors d'un premier run. Graphisme 8 bits parfaitement maîtrisé, animation limitée mais rigolote, BO chiptune inoubliable. Shovel Knight pousse le vice jusqu'à exploiter correctement les spécificités de la Wii U avec une gestion de l'inventaire via le gamepad et de la 3DS avec une très belle 3D relief et un mini-jeu asynchrone en Street Pass. Son seul défaut, en fait, reste sa courte durée de vie puisque l'on terminera le jeu une première fois en 7-8 heures. Et encore, la présence d'un New Game Plus et sa richesse lui assurent une excellente rejouabilité. Shovel Knight s'impose donc sans mal comme l'un des meilleurs jeux de l'année, les longs mois nous séparant de sa sortie aux US permettant en outre aux non-anglophones de profiter d'une bonne localisation en français. Dieu a donné un don à ce chevalier, il paie le bien, il paie le très bien. Et Julien Pirou aussi d'ailleurs a été béni par les dieux, puisqu'il est capable dans 1 des 6 de nous énumérer les œuvres de Monte Cook. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Que se passe-t-il lorsque Monte Cook, auteur très respecté ayant travaillé sur la 3e édition de Donjons et Dragons pour TSR et sur Le Monde des Ténèbres pour White Wolf, décide de lancer une campagne de financement participatif pour créer un nouveau jeu de rôle? Eh bien, en lieu et place des 20 000 $ espérés, il a levé plus d'un demi-million de dollars. Ce jeu qui a galvanisé l'imagination et les espoirs des rôlistes du monde entier porte le doux nom de Numenera. Monte Cook décrit Numenera comme un univers de science-fantasy se déroulant dans un futur post-apocalyptique. Son but était de proposer des règles simples et fluides mettant l'accent sur la narration, l'action et les idées un peu folles. Le jeu et son univers se réclament de l'héritage de jeux tels que Planescape, Dark Space et Chaos Tech, d'auteurs comme Gene Wolfe, Michael Moorcock et Jack Vance, et d'artistes tels que Mobius. Autant dire que la barre est placée haut. Le jeu prend place sur Terre, dans un futur lointain, très lointain, 1 milliard d'années après notre ère. Autant dire que les masses terrestres n'ont plus grand chose à voir avec celles que l'on connaît aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, 8 grandes civilisations se sont suivies, répétant inlassablement le même schéma: ascension, stagnation et effondrement. La Terre est désormais appelée le 9e monde en référence à ces 8 civilisations passées. Le 9e monde n'est pas un monde où la vie est facile.
Les terres qui ne sont pas irradiées sont tentées par des entités hostiles comme des nuages de nanites dévorant tout sur leur passage, des créatures mutantes ou abumènes, voire même des extraterrestres belliqueux ayant décidé de revendiquer la Terre. Les populations indigènes sont revenues à un stade quasi médiéval, des communautés survivant tant bien que mal dans ce monde dangereux. La clé de cette survie, la ressource la plus précieuse, sont les Numenera. C'est le nom donné aux reliques des 8 précédentes civilisations. Parfois bénéfiques, parfois dangereuses, parfois un peu des deux, ces technologies oubliées ne sont jamais totalement comprises par ceux qui cherchent à les utiliser, et sont d'ailleurs parfois employées d'une manière totalement incongrue par rapport à leur fonction d'origine. Pour les peuples du 9e monde, en réalité, les Numenera sont tout simplement considérés comme des objets magiques. La célèbre citation d'Arthur C. Clarke, « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie », est au cœur de Numenera. La création de personnages dans Numenera repose sur un principe simple et original. Pour définir leur personnage, les joueurs doivent en fait remplir les blancs de la phrase « Je suis un truc, machin, qui bidule ». Sachant que dans cette phrase, truc est ce qu'on appelle le type du personnage, machin est le descripteur et bidule le focus. Pour chacune de ces 3 catégories, le joueur pourra choisir parmi une liste bien spécifique. Par exemple, il existe 3 types de personnages. Le glaive, qui est en gros le guerrier, le nano, qui est une sorte de magicien, et le jack, qui est l'aventurier tendance filou. Une fois qu'on a choisi le type, il faut choisir un descripteur parmi 12, par exemple charmeur, malin, gracieux, éduqué, fort, agile, etc. Enfin, il faudra choisir un focus parmi la trentaine proposée dans les règles. Par exemple, contrôle les bêtes, crée des illusions, combat avec panache, hurle à la lune, vit en pleine nature, parle aux machines, et ainsi de suite. Chaque personnage du groupe doit avoir un focus unique. On se retrouve donc avec des phrases comme « Je suis un anneau charmeur qui contrôle la gravité »,« Je suis un jack éduqué qui a un grand talent pour la chasse » ou encore « Je suis un glaive bourru qui parle aux machines ». Et une fois qu'on a la phrase qui définit le personnage, on reçoit les compétences et attributs correspondants, simples et ludiques. Si par défaut on jouera des humains plus ou moins augmentés, ou ésotérisés comme on dit dans le 9e monde, les règles avancées permettent également de jouer des mutants ou des extraterrestres. Montecook voulait des règles simples, et il a tenu parole. Tout dans Numenera est géré par 3 caractéristiques, la puissance, la vitesse et l'intellect, qui correspondent également à des réserves de points qu'il faudra dépenser pour effectuer une action. Lorsqu'un joueur veut agir, le meneur de jeu va déterminer laquelle de ces 3 caractéristiques va être utilisée, et combien de points devront être dépensés. Si le joueur n'a plus assez de points dans la caractéristique en question, alors l'action est impossible. Si au contraire le joueur a encore assez de points pour effectuer l'action, alors le MJ détermine la difficulté sur une échelle de 1 pour une action super facile à 10 pour une action quasiment impossible. Le joueur et le MJ vont ensuite déterminer si le personnage possède une compétence ou un équipement susceptible de réduire ou augmenter la difficulté. Si la difficulté passe en dessous de 1, alors l'action est réussie automatiquement. Sinon, il faut lancer les dés, ou plutôt le dé, en l'occurrence un dé à 20 faces. Pour réussir l'action, le joueur devra obtenir un score supérieur ou égal à la difficulté de l'action x 3. Par exemple, pour une difficulté de 1, le joueur doit obtenir 3 ou plus sur son dé 20. Pour une difficulté de 4, il faudra obtenir 12 ou plus, et ainsi de suite. Numenera est un jeu vraiment unique. Ce drôle de mélange de science-fiction et de fantasy avec ses reliques mystérieuses, ses personnages étranges et ses races extraterrestres est propice aux scénarios les plus fous et les plus originaux. Tout est possible, de la quête héroïque au space opéra en passant par l'horreur lovecraftienne. Et le système de jeu fun et pas trop compliqué rend les parties très dynamiques. Grâce à l'argent récolté sur Kickstarter, c'est toute une gamme qui est en cours de réalisation. Outre le très beau livre de base, un guide du joueur, un compendium sur les anciennes technologies et un bestiaire du 9e monde ont déjà vu le jour, sans oublier de multiples decks de cartes servant d'aide de jeu et autres mini-suppléments en PDF. Mais rien qu'avec le livre de base, il y a déjà de quoi s'occuper, le bestiau fait plus de 400 pages. Bref, au-delà du buzz lié à sa campagne de financement participatif, Numenera est une vraie réussite et se révèle un jeu original et ambitieux qui possède un charme indéniable. A noter qu'une version française a été annoncée chez Black Book Edition. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Jean-Marc dans Metal Missile et Plastigun est à l'aise comme un poisson dans l'eau, comme un pilote dans son exosquelette, comme Yves Brunet dans Casimir. Quoi? Y a quelqu'un dans Casimir? Ah, les enfants.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. La suite du cycle Exosquad, c'est un cycle qui va durer assez longtemps. Je m'en excuse pour éventuellement ceux à qui cela déplaît. Mais tant pis pour eux. Donc voilà, nous allons continuer donc, cette fantastique épopée spatiale avec aujourd'hui le rapide assaut de Light Attack E-Frame. Le temps de dire son nom, il a largement le temps de vous dessouder. Donc voici la boîte, imposante et monstrueuse comme il se doit, bien rouge. C'est parti, ça va péter. Et voici la bête. Le rapide attaque Light E-Frame. On se demande ce que peuvent être les Heavy E-Frame. Avec le pilote, notre ami Marsala, qui, je vous le rappelle, est donc le seul néo-sapien qui fasse partie de Label Squad, donc qui soit avec les humains, et qui, je me suis laissé dire, est quelqu'un de très zen et qui explique souvent les choses ou répond aux questions qu'on lui pose par des citations de philosophie chinoise. Donc c'est vraiment quelqu'un de très cultivé. Donc voilà, nous allons le faire prendre place à bord de son engin. La procédure est la même que d'habitude. Les personnages offrent les articulations nécessaires. Nous avons le Cyberjack, c'est-à-dire le câble qui se relie à la nuque de chaque personnage, puisqu'il y a un lien, comment dirais-je, neurologique qui permet de mieux piloter ces engins. Voilà, il prend place. Il y a de la place pour un copilote, avec, je ne sais pas si vous le voyez, un petit tableau de bord qui se déplie. Donc c'est appréciable, c'est détaillé comme d'habitude. Bien sûr, ce véhicule est censé marcher à la manière d'un bipède quelconque, aussi bien un être humain qu'une poule ou qu'une autruche. Mais ici, bien sûr, comme on ne peut pas le faire, il y a un gadget amusant, c'est qu'en le poussant, un système de roulette fait que les ergots avant et arrière, qu'on peut considérer comme des orteils ou des griffes, eh bien, montent et descendent. Lui tiennent de bras des canons laser, évidemment. Donc eux aussi sont parfaitement orientables. Et puis il y a des options supplémentaires, c'est que vous pouvez les allonger et ils offrent un bon range d'articulation, ce qui fait que vous pouvez viser devant, derrière, dans vraiment beaucoup d'angles différents. Donc si jamais vous êtes cerné par l'ennemi ou en proie à une attaque en tenaille, qu'elle soit latérale ou frontale arrière, vous pouvez parfaitement vous débarrasser des importuns avec des canons extrêmement orientables. Alors voilà, nous sommes dans la partie d'Exosquad qui a un plus, c'est que ça fonctionne avec des piles et pour de très bonnes raisons. Nous allons aller voir à présent. Je vais le mettre en face de la caméra, je pense que ça se verra. Ici nous avons deux boutons. Et ici, nous avons les canons frontaux. Quand j'appuie sur le premier bouton, vous pouvez entendre le doux bruit de l'arme automatique laser, qui plus est, les missiles. Parce que sur de l'Exosquad, il y a des missiles, bien sûr. Donc voilà, vous chargez vos missiles. Et attention, voilà, ce missile est vraiment très pressé de rentrer en action. Donc nous allons lancer le deuxième. Vous avez vu un très bon range, là aussi, ça part très loin. Et la caractéristique intéressante, c'est, écoutez, formidable. Et il continue. Donc vous lancez le missile et ce qui déclenche le bruit de lancement du missile, c'est-à-dire à la fois l'explosion du lancement du missile lui-même et aussi le bruit de sa course dans l'espace. Une autre caractéristique que j'affectionne énormément, et nous en revenons donc à si on peut dire ce concept que j'appelle l'active battle damage, c'est que ici vous avez des panneaux aux articulations des pattes de l'e-frame, et cette caractéristique est d'autant plus intelligemment faite au niveau du jouet et au niveau de l'action et de l'histoire, puisque si vous aviez à combattre un engin de ce type, il serait intelligent et avisé de viser justement les pattes de manière à le mettre hors de combat. Eh bien, il y a des plaques de protection aux articulations, mais ces plaques de protection, si vous possédez un autre jouet Exosquad qui lance des missiles, vous tirez dessus et elles explosent, notamment celle-ci. Voilà. Et puis, ce n'est pas terminé, parce que je vous garde le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est ça. Donc nous avons vu que dans cette partie concentre le bouton des déclenchements, donc les canons avant. Et vous pouvez aussi déclencher manuellement le lancer et le vol des missiles. J'aime beaucoup le bruit de cruise, c'est-à-dire que le missile est lancé puis il continue à voler vers l'ennemi, c'est vraiment génial. Vous avez ici bien sûr un canon pour éviter de se faire attaquer par derrière, et je
bascule ce petit compartiment, j'appuie sur ce bouton et nous avons un drone de surveillance qui décolle. Ça c'est... Je ne sais pas pour vous, mais ça représente pour moi le pinacle de la joie. C'est vraiment, vraiment super génial. D'ailleurs, l'exultation continue, vous avez vu, il ne peut plus se retenir. Donc voilà, de nouveau un exemple d'un très très beau jouet, original par son design. Bon, bien sûr, l'idée de bipod n'est pas originale en soi, mais le design général est plus ou moins inédit. Et puis, de nouveau, un tas de features, donc de l'active battle damage, du son, de la lumière, des missiles, ce petit drone qui s'éjecte à la manière du drone de surveillance de Black Beauty, la voiture de Green Hornet, pour ceux qui savent. Donc voilà, versatilité, explosion de joie, la preuve de nouveau que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Mais non les enfants, il n'y a personne dans Casimir, et puis si vous êtes bien sage, il va venir dans un mois chez vous avec le Père Noël pour vous apporter des jolis cadeaux. Voilà. Et aujourd'hui nous sommes le 20 novembre, alors je voudrais souhaiter un bon anniversaire à toute ma maman. Gros bisous, et puis de gros bisous à toutes les geekettes et à tous les geeks.